Donc, le CRIMIS fait partie du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et au CRIMIS, on a plusieurs champs de recherche, dont le champ santé et inégalité sociale dans lequel s'inscrit la conférence d'aujourd'hui. Et le champ est porté par Estelle Card et Nadia Giguère, qui sont là aussi aujourd'hui avec nous. On vous salue. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs personnes qui se sont déjà joints ou qui vont se joindre à nous. Donc, on va être plus que 75 personnes normalement, si tout le monde qui s'est inscrit se joindra à nous. On a plusieurs personnes qui viennent du milieu communautaire, dont des intervenants, des gestionnaires, plusieurs collègues du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, mais aussi des collègues d'autres établissements de santé et services sociaux à Montréal et ailleurs au Québec. On accueille aujourd'hui plusieurs chercheurs, des étudiants, des professeurs des milieux universitaires et de recherche. Et puis, on représente en fait une belle brochette là, à travers le Québec. On a des personnes de Montréal, de Gatineau et d'Ottawa, de Sherbrooke, de Québec, de Bas-Saint-Laurent, de la Naudière, Laurentides, Montérégie et Nord du Québec. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, la conférence s'appelle « S'engager dans des activités porteuses de sens, regard sur les expériences des personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance ». Et notre conférencière d'aujourd'hui, c'est Laurence Roy, que je salue, qui est ergothérapeute, professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université de McGill et membre du CRIMIS. Donc, avant de donner la parole à Laurence, on voulait vous donner quelques consignes pour que la conférence puisse bien se dérouler aujourd'hui. Juste vous rappeler que ça va durer à peu près 1h30, donc on vise 1h30 pour la fin de la conférence. Donc, on va avoir une présentation d'environ 40 minutes. Et puis, après la présentation, il va y avoir une période d'échange et de questions. On vous demande de garder vos questions, vos commentaires pour la fin, donc pendant la période d'échange et de questions. Puis, je vous donnerai des consignes là, sur comment ça va se passer pour la prise de parole et tout. Pour ce qui est de la portion présentation, on vous invite, vous pouvez, si vous voulez, garder votre caméra allumée. Ça fait en sorte qu'on se voit les uns les autres, on se tient un petit peu qui est là. Si vous voulez changer votre identifiant qui est sur votre icône caméra pour qu'on sache aussi un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, c'est intéressant parce que comme ça, on se sent un petit peu plus ensemble, même si on est à distance. On vous demande par contre d'éteindre votre micro parce qu'on veut assurer, c'est ça, la bonne qualité sonore et éviter les interruptions ou les distractions sonores qui peuvent venir de micros ouverts par erreur. Donc, aussi, vous rappelez aujourd'hui que la conférence, en fait, la portion présentation va être enregistrée, mais pas la portion échange et questions. Et puis, oui, on vous répond tout de suite à peut-être une question que plusieurs d'entre vous allez vous poser. Le PowerPoint va être disponible après la présentation. Un dernier point, si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, on a quelqu'un qui est attitré pour vous aider, donc elle s'appelle Audrey. Vous pouvez écrire dans le chat ou dans la fonction converser qui devrait se trouver, il y a une icône qui devrait se trouver au bas de votre écran. Et Audrey vient d'allumer sa caméra, donc bonjour Audrey. Vous pouvez lui écrire en privé avec la fonction converser ou chat qui se trouve au bas de votre écran et puis elle va pouvoir répondre à vos questions. Alors voilà, ça complète la portion de présentation de consignes. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Laurence. Super. Merci Alexis pour la présentation, les petites consignes. Donc vraiment, je sais qu'il y en a... Est-ce que vous m'entendez bien, petit signe? Super, merci. Je sais qu'il y en a parmi vous qui enseignez ou qui avez ce genre de rencontres virtuelles qui sont notre norme maintenant. Donc, n'hésitez vraiment pas à garder vos caméras ouvertes. C'est un peu déstabilisant de donner une conférence chez moi comme ça, mais ça me fait plaisir de voir des visages inconnus et connus. Donc, très contente d'être ici avec vous puis de vous voir. Je vais tout de suite essayer de partager mon écran. C'est toujours les petits trucs techniques. Voilà. Super. Tout le monde voit mon écran? Juste me faire signe. Super, merci. Donc, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être ici pour un midi du CRIMIS. La présentation que je vais faire aujourd'hui s'inscrit un peu à l'intersection
de deux champs de recherche du CREMES, celui sur les inégalités sociales en santé, comme l'a abordé Alexis, et le champ aussi de l'itinérance. Et c'est aussi à l'intersection de deux de mes intérêts de recherche, celui de l'ergothérapie et de l'activité porteuse de sens, et celui des inégalités sociales, particulièrement en matière de pauvreté et d'itinérance. Je sais que certains d'entre vous me connaissez. J'ai vu la liste avant, je vois certains visages avec lesquels je travaille régulièrement autour de mes travaux sur les questions d'itinérance, de précarité et d'instabilité résidentielle. Les travaux que je vais présenter aujourd'hui sont particulièrement porteurs pour moi parce que, on pourrait même dire porteurs de sens, je ne vais pas faire de blague, parce qu'ils s'inscrivent aussi dans mon propre parcours professionnel, mon parcours disciplinaire comme ergothérapeute, aussi mon travail de professeur avec des futurs cliniciens en ergothérapie, où ces questions-là, qu'est-ce que ça veut dire l'activité signifiante pour différents groupes, puis qu'est-ce que ça veut dire pour la réduction des inégalités sociales, c'est des questions qui sont très, très parlantes pour moi, qui me questionnent énormément, puis je vais être très heureuse aussi d'entendre vos rétroactions pendant la période d'échange. Donc, je pense que ça va être très fructueux pour tout le monde. C'est aussi des réflexions, je pense, qui sont intéressantes et importantes dans le contexte actuel. Même si les données ne portent pas sur la crise sanitaire, on peut y réfléchir de cette façon-là. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été amenée dans les derniers mois à réfléchir sur les activités signifiantes dans ma vie professionnelle, personnelle, à l'érosion, quelque part, des espaces de participation dans des activités qui ont du sens. Et je pense que c'est probablement des constats que tout le monde ici a fait. Une érosion aussi qui s'inscrit dans les inégalités sociales, où l'érosion de nos espaces de participation va aussi dépendre finalement de notre position socio-économique et de différents autres marqueurs sociaux. Donc, je pense que c'est une réflexion porteuse pour le champ des inégalités sociales de façon plus large. Des réflexions aussi qui s'inscrivent dans des partenariats. Donc, je vais prendre quand même le temps de remercier les partenaires, de remercier les différents groupes, organismes, individus qui ont porté, qui ont contribué, qui ont été actifs dans ces projets-là. Donc, plusieurs organismes partenaires que vous voyez, des étudiants gradués en ergothérapie et sciences de l'adaptation aussi qui ont participé, je ne vais pas les nommer tous. Plusieurs cliniciens professionnels de recherche, en particulier Alexia Allo, qui est ergothérapeute et qui a travaillé de près avec moi à l'interprétation de certains des résultats. Je sais qu'elle était supposée être ici aujourd'hui, mais je ne vais pas faire défiler la liste, mais je la salue si elle est là. Et finalement, différents groupes dans plusieurs villes et régions à travers le Canada qui ont contribué de façon majeure aux réflexions que je présente ici. On a une communauté de pratique qui s'appelle le Groupe d'intérêt canadien en ergothérapie et itinérance, qui est un groupe de professionnels, principalement de la réadaptation, aussi quelques chercheurs, mais qui se rencontrent à tous les mois pour aborder des questions liées à la réadaptation, l'ergothérapie, et l'itinérance et la précarité résidentielle. Et finalement, une équipe de recherche qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, CRSH. Je vais utiliser CRSH à quelques reprises dans la présentation, donc je voulais le dire au moins une fois. Une équipe de recherche qui est menée par Carrie Marshall à l'Université Queen's en Ontario. Donc, petit remerciement. Mes objectifs aujourd'hui, donc vraiment les objectifs pour nous en tant que groupe, en tant que collectivité, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble au rôle des activités porteuses de sens comme déterminant de la santé et du bien-être. Donc, je vais aborder cette idée de est-ce qu'on peut penser les activités porteuses de sens comme déterminant de la santé et du bien-être, puis aussi, si on le pense de cette façon-là, comment on peut le penser dans la réduction des inégalités sociales. J'aimerais qu'on prenne le temps plus spécifiquement de réfléchir à la place et au sens donné aux activités dans le quotidien des personnes en situation de pauvreté et d'itinérance, puis je vais expliquer pourquoi on s'intéresse plus spécifiquement à cette population. Et finalement, peut-être dans une perspective de faire un petit bond en avant d'action, quels sont les facteurs susceptibles de soutenir ou d'entraver, gêner la participation dans de telles activités pour ces populations, puis qu'est-ce qui peut être fait comme démarche. Donc voilà, premier volet,
Ça fait drôle de ne pas pouvoir prendre de questions. Souvent, dans les présentations en personne, je prends des questions au fur et à mesure, mais on va attendre à la fin. On va être sage. Souvent, dans ce genre de présentation-là, ben, la première question, qu'est-ce que ça mange en hiver, une activité porteuse de sens? C'est une question tout à fait légitime parce qu'elle s'inscrit quand même dans une littérature disciplinaire en ergothérapie, même s'il y a eu des contributions de plusieurs autres disciplines. Dans la littérature, il y a plusieurs travaux qui ont permis d'explorer qu'est-ce qui fait que les êtres humains donnent un sens, attribuent un sens à certaines activités et moins à d'autres. De quelle façon est-ce que ce sens-là se développe? Et des éléments communs qui sont dégagés, c'est que l'activité porteuse de sens, de la façon dont on va l'entendre aujourd'hui, c'est une activité qui a un sens pour la personne, mais qui permet d'actualiser des valeurs personnelles, familiales ou collectives, qui s'inscrit dans une histoire, une identité, encore là, personnelle ou collective, et qui est associée à quelque chose de positif, une sensation positive. Donc, on peut parler de bien-être et de plaisir. Santé dans ce sens-là. Tu sais, peut-être l'exemple classique, là, donc, s'engager dans des activités physiques ou d'entraînement physique à fréquence X de façon modérée. Donc là, ce qui rentrerait plus dans un discours plus normatif sur ce qu'est une activité saine. On n'est pas là. Donc, l'activité porteuse de sens pourrait, à la limite, être moins saine. Donc, si je pense à une activité porteuse de sens pour moi qui serait d'aller prendre un verre avec des collègues après une journée de travail, donc, ce ne serait pas nécessairement vu de façon saine à cause d'une consommation d'alcool, à cause peut-être de la consommation de nourriture à la valeur nutritive pas tout à fait au point. Mais ce serait une activité qui est riche et qui est porteuse de sens pour moi. Donc, je suis sûre que je vois des collègues sourire. Je suis sûre que je rejoins d'autres personnes dans l'audience ici. Donc, pourquoi s'intéresser aux activités porteuses de sens dans une perspective de réduction des inégalités sociales? En fait, c'est qu'on s'intéresse au rôle que pourraient jouer ces activités dans le lien entre certains marqueurs sociaux et des effets au niveau de la santé. Je donne ici deux exemples que j'ai pris de façon aléatoire pour illustrer le propos, mais il y en a plein d'autres dans la littérature. Ce ne sont pas des travaux que j'ai menés, c'est vraiment des travaux dans la littérature. Donc, on sait que, par exemple, le statut migratoire, et en particulier la précarité du statut migratoire, est liée à une moins bonne santé mentale. Donc, c'est un exemple d'un déterminant social, le statut migratoire ou sa précarité sur une variable de santé. On sait aussi que l'identité autochtone, par exemple, est associée à certaines variables négatives au niveau de la santé, comme l'obésité ou le diabète. Par contre, ce qui est peut-être moins discuté, puis un élément auquel je m'intéresse beaucoup, c'est que si on regarde des activités porteuses de sens, puis encore là, pas des activités saines ou productives au sens propre, mais par exemple, il y a plusieurs travaux qui ont montré que, en fait, ce lien-là entre statut migratoire et santé mentale, pour les personnes qui ont accès à un emploi qui est signifiant, satisfaisant. Donc, soit que l'emploi s'inscrit dans la continuité de l'histoire professionnelle de la personne où ses qualifications, ses expériences sont reconnues, ou encore un emploi qui va lui permettre de se relier à sa communauté d'origine dans une société d'accueil, d'y contribuer, donc qui ont une signification forte pour la personne et son entourage. Là, ce lien-là va s'amenuiser. Même chose pour le lien entre identité autochtone et des effets négatifs sur la santé. Euh, on sait par exemple que des jeunes autochtones qui vont avoir accès à des activités sportives signifiantes pour eux, sécuritaires pour autant de la sécurité culturelle que physique ou psychologique, on sait en fait que ce lien-là, encore une fois, va s'amenuiser. Donc, ça nous donne des pistes. Si on pense en termes de réduction d'inégalités sociales, ça nous donne des pistes intéressantes puis des orientations. Ça va jusque-là? Super. Okay. J'ai des petits visages que je vois qui me rassurent. Donc, ça m'amène à parler du contexte de mes travaux de recherche autour de l'activité porteuse de sens chez les personnes en situation de pauvreté et d'itinérance. Donc, ce qu'on sait en fait, c'est que oui, l'activité signifiante va être au cœur de la relation entre certaines variables démographiques ou des marqueurs sociaux et des indicateurs de santé, mais on sait aussi que
les inégalités sociales influencent la possibilité même de s'engager dans des activités signifiantes. Cette possibilité-là n'est pas égale partout, puis elle va varier en fonction de différents marqueurs. Et la plupart des études qui ont porté sur ça, sur la restriction des conditions de participation dans des activités signifiantes, ont été faites en lien avec l'âge, donc avec des personnes âgées, par exemple, avec des conditions de santé chroniques, des personnes en situation de handicap. Donc ça, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits à cet effet-là et qui nous montrent que pour ces populations-là, il y a des restrictions en termes de difficultés avec les moyens de transport, des milieux de vie très restreints, contraignants, inadéquats, des manques de soutien à la mobilité, de la discrimination, AGIS, capacitisme, par exemple. J'oublie certainement certains facteurs qui vont faire en sorte que la participation dans des activités signifiantes est plus restreinte. Par contre, peu d'études se sont penchées sur ces mêmes effets-là auprès des personnes qui sont en situation de pauvreté sans mettre de l'avant nécessairement une condition de santé particulière. Et ce qu'on sait, c'est que autant dans les travaux de recherche que dans les pratiques d'intervention et d'accompagnement, on a tendance à prioriser une réponse d'urgence aux besoins de base, donc évidemment une réponse qui est tout à fait essentielle, mais elle n'est pas nécessairement complétée par des actions autour de la possibilité de s'engager dans des activités signifiantes pour les personnes. Même à un certain niveau, je dirais, on entend quand même assez régulièrement des discours autour de la question des activités signifiantes, puis particulièrement des activités de loisirs qui peuvent être vues comme superflues ou même un luxe pour certaines populations en situation de pauvreté. C'est quelque chose qui est entendu assez régulièrement, ou par exemple le fait d'avoir du plaisir, d'avoir une activité ludique ou créative va être vu comme un luxe ou pas nécessairement quelque chose qui est prioritaire. Par contre, et puis là, c'est le dernier point de contexte, je pense, qui est à souligner, il y a plusieurs milieux communautaires et institutionnels qui ont manifesté puis qui ont vraiment tendu la main à des chercheurs, donc à nos équipes, entre autres, qui ont manifesté un intérêt pour co-développer puis soutenir la participation à des activités signifiantes, donc qui nous disent que c'est quelque chose d'important, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement développé beaucoup. Donc, une certaine résistance à ces discours-là sur les activités de loisirs ou signifiantes, c'est un luxe ou c'est superflu. Ça m'amène à parler des principales questions de recherche que je vais aborder aujourd'hui. Puis ça revient, en fait, ça nous ramène aux objectifs de la présentation, mais je vais les camper sous forme de questions de recherche. On va s'intéresser à la place des activités signifiantes dans le quotidien des personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance de leur point de vue. Comment ils nous parlent de la place que ça prend. Quels sont les facteurs qui soutiennent ou qui restreignent, qui gênent l'engagement dans ces activités? Et puis, si on fait un pas vers l'action, comment créer avec les personnes en situation de pauvreté des nouveaux espaces ou des espaces plus accessibles de participation à des activités signifiantes? Petit survol méthodologique, et là, je peux m'emballer rapidement, mais je ne le ferai pas par contrainte de temps et aussi parce que ce n'est pas l'objet de la présentation. Par contre, s'il y en a qui ont des questions ou qui souhaitent engager l'échange autour de questions méthodologiques, ça me fait toujours très plaisir d'en parler. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un seul projet, mais je vais vous parler de deux projets principaux qui sont soutenus, je dirais, par des travaux de différents chercheurs dans la littérature. Donc, les chercheurs dont je vous parlais qui font partie du groupe d'intérêt canadien en ergothérapie et itinérance, qui ont fait beaucoup de démarches de consultation de milieu, synthèse de la littérature, auxquelles j'ai participé. Donc, je dirais que ça soutient un peu en filigrane des projets de recherche plus spécifiques. Les deux projets de recherche dont je vais vous parler, d'abord un projet étudiant mené par 5 étudiants graduants à la maîtrise professionnelle en ergothérapie, où j'étais chercheuse principale, qui a été réalisé en collaboration avec un organisme communautaire montréalais en sécurité alimentaire. Et là, ce qui a été fait, c'est des groupes d'activités artistiques auprès de 39 personnes en situation de pauvreté. Et au travers des groupes, il y avait une démarche d'élicitation de discours. Je ne suis pas sûre que c'est le bon terme en français, mais je pense que oui. Où on amenait par l'activité artistique les personnes à réfléchir à la place des activités porteuses de sens dans leur vie et dans leur quotidien et des facteurs qui pouvaient soutenir ou gêner leur participation. Et cette démarche-là a culminé à la demande des personnes par une cartographie des ressources de loisirs accessibles dans leur milieu, dans leur quartier.
Deuxième projet, un projet financé par le CRSH qui s'est déroulé de 2019 à 2020 et qui, malheureusement, a été interrompu par la crise sanitaire que vous connaissez. Où là, dans 4 villes différentes, 3 villes en Ontario et Montréal, on utilisait une méthode qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qu'il y avait un volet de questionnaires quantitatifs, des questionnaires que vous connaissez sans doute là, avec des choix de réponse, des scores et tout ça, et d'un côté des entretiens individuels avec des personnes, avec différents groupes. On a fait des entretiens avec des personnes en situation d'itinérance, des personnes qui avaient été en itinérance et qui étaient logées, et aussi des prestataires de services. Par contre, je ne présenterai pas les résultats sur les prestataires de services aujourd'hui. Je vais vraiment me concentrer sur les données des populations. Et c'est ça. Donc, on a eu 167 personnes qui ont répondu au questionnaire quantitatif. Et à Montréal, les entretiens qualitatifs seulement avec 3 personnes parce qu'on est arrivé directement en mars dans la crise sanitaire. Donc, finalement, les résultats qualitatifs que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent du projet étudiant. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a pu voir de nombreux liens, en fait, des résultats quasi identiques avec les 3 personnes qu'on avait interviewées à Montréal. C'est juste pour parler un peu d'une petite limite là, on aimerait ça reprendre éventuellement, mais ça a dû être interrompu. Donc, j'arrive dans la section où je vous présente les résultats, puis je vous invite vraiment à noter vos réflexions, vos réactions, vos questions pour la période d'échange. Je suis certaine qu'il va y en avoir sur ces résultats-là. Donc, je présente en premier quelques données quantitatives, vraiment des faits saillants. Ici, on a rencontré en fait 105 personnes en situation d'itinérance et sans rentrer dans tout le profil démographique, un échantillon assez diversifié. Un peu moins de la moitié de femmes, personnes vraiment des adultes, mais sinon de tous les âges, avec une importante diversité à la fois culturelle et en termes de diversité sexuelle et de genre. Et on a complété avec des entretiens avec des questionnaires auprès de 62 personnes qui avaient un vécu d'itinérance puis qui étaient logées depuis moins de 2 ans, donc entre 1 et 21 mois là, dans l'échantillon. Un profil démographique assez similaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de passer des questionnaires. Un premier questionnaire sur la participation dans des activités signifiantes, la fréquence puis la place que ça prenait dans leur vie, et des questionnaires sur le sentiment d'ennui, de bien-être, de désespoir et la consommation d'alcool et de drogue. Donc, mon but ici, c'était pas de vous présenter des tableaux et des graphiques, mais plutôt quelques faits saillants qui vont nous amener à plonger dans les résultats qualitatifs par l'après, donc dans la parole des participants. Et des faits saillants au niveau des résultats quantitatifs, ce qu'on a observé, c'est que, sans surprise, mais de façon quand même encourageante, les gens qui participaient davantage à des activités signifiantes rapportaient un sentiment de bien-être accru et une consommation moindre d'alcool et de drogue. Ça, c'était une relation qui était assez forte. Par contre, la participation à des activités signifiantes était largement inférieure à celle qu'on observe dans d'autres populations. Donc, des études antérieures, comme je le disais, qui ont été menées auprès de personnes âgées ou avec des conditions de santé chroniques. Ici, dans l'échantillon de personnes en situation d'itinérance, c'était beaucoup moins élevé et le sentiment d'ennui était particulièrement élevé. Finalement, un résultat, je pense, qui est très important, mais qui est un peu surprenant pour l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas de différence, en fait, entre les participants qui étaient en situation d'itinérance et les participants logés, en termes autant de participation à des activités signifiantes que des autres variables. Donc, le fait d'avoir un logement n'était pas associé à une différence entre les deux. Clairement, un élément auquel on pourra revenir. Je fais juste un petit point méthodologique pour dire qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas les mêmes personnes. Hein. Ce n'est pas des personnes qui étaient en situation d'itinérance qu'on a questionnées puis qu'on a ensuite suivi. Ce serait un super beau projet de faire ça. Donc, ce serait dans mes intentions. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait ici. C'est 2 groupes différents. Juste pour clarifier. OK. Ça va jusque-là? Super. Un petit survol maintenant un survol un peu plus approfondi quand même des résultats qualitatifs qui peuvent peut-être nous permettre en fait de nous expliquer les résultats quantitatifs. Donc, 4 thèmes que je vais explorer plus en profondeur. Le premier, c'est la place des activités signifiantes au quotidien, ce que les personnes nous en ont dit. Ensuite, la structuration du temps par les institutions sociales, puis quelle place elles laissaient en fait à des activités signifiantes.
l'idée de connaissance de son milieu et de reconnaissance par le milieu des personnes en situation de pauvreté. Et finalement, l'idée des espaces de participation accessibles ou non pour s'engager dans des activités signifiantes. Je vais explorer davantage chacun de ces thèmes dans les prochaines minutes. Alors, d'abord, la place des activités signifiantes au quotidien. La plupart des personnes qu'on a rencontrées nous ont parlé de perte d'activités signifiantes depuis qu'ils sont en situation de pauvreté ou d'itinérance. Donc, des activités qui ont perdu au fil du temps pour différentes raisons. Bien sûr, des raisons liées au statut socio-économique en tant que tel, où ils nous disaient, par exemple, j'aimais beaucoup faire de la musique, j'ai plus les moyens d'avoir un instrument ou des partitions ou des choses comme ça. C'est un exemple. Mais aussi à d'autres facteurs comme une condition de santé physique qui se dégrade, souvent en lien avec un passage à la rue ou la grande pauvreté. Des, un parcours migratoire, par exemple, de l'isolement social suite à la migration. Des activités qui étaient présentes dans un milieu communautaire puis qui ont été interrompues, par exemple. Donc, il y a différentes pertes d'activités signifiantes qui est assez forte. Par contre, la majorité des gens rapportaient des activités dans lesquelles ils continuaient à s'engager. Ça demeurait quelque chose d'important pour eux. Puis ici, l'idée n'est pas de faire un topo là, de toutes les activités que les gens nous ont nommées. Ils nous ont parlé de plein de choses qu'on retrouve dans notre propre quotidien, évidemment. Du yoga, des arts martiaux, de la lecture, de l'écoute de films, de musique, de documentaires. Donc, plein de choses. Mais ici, on s'intéresse vraiment à ce qu'ils nous ont dit du sens que ça prenait pour eux, hein, dans quelle mesure ce sens-là était spécifique. Et ce qui ressortait vraiment des entretiens, c'est que les personnes valorisaient des activités leur permettant d'échapper aux conditions matérielles et sociales de la pauvreté et de l'itinérance. Puis par échapper, ça peut être physiquement, de me retrouver dans un milieu où j'ai plus cette étiquette-là qui est attachée à moi, où je ne sens plus cette ambiance. Ça peut être physiquement, mais ça peut être psychologiquement aussi, d'avoir un temps pour moi où je vais faire une activité artistique, puis je me retrouve dans un flow artistique qui me permet d'être ailleurs complètement. Des activités qui permettent, puis c'est lié évidemment au premier sous-thème, de se relier à un univers social en dehors des conditions matérielles et sociales de la pauvreté, de l'itinérance. Donc, une forme de cohabitation qui était vécue comme importante. Je dirais que ces deux premiers points-là sont ressortis de façon très forte. D'autres éléments de sens qui ressortaient, c'est des activités qui permettent de contribuer à son milieu, de contribuer aux autres personnes en situation d'itinérance ou à la collectivité en général. Puis ça passe par la reconnaissance des capacités, des forces, des expériences des personnes. Des activités qui permettent de se relier aux autres, d'échanger, de vivre des expériences de solidarité, mais aussi de se relier au monde naturel, au spirituel. La nature prenait une place très importante dans les récits des participants, puis des activités qui permettaient, c'était parfois fragile, mais qui permettaient quand même de se relier au monde naturel. Donc, c'est les principaux éléments de sens qui ressortaient. Dans l'ensemble, évidemment, chaque personne a un parcours différent, mais on voyait des activités en continuité avec l'histoire de vie des personnes, puis ici, on ne parle pas d'une continuité style la personne jouait aux cartes quand elle était petite, quand elle était jeune, puis elle joue encore aux cartes. Non, on est vraiment dans un sens que les gens étaient capables de dégager de leur participation à des activités. Donc, par exemple, il y a un homme qui nous racontait qu'il avait voyagé énormément au cours de sa vie, qui est allé dans plein de pays différents, aller faire des randonnées extrêmes dans différentes régions des États-Unis, par exemple, et qui nous disait, mais à Montréal, moi, ce qui a de l'importance pour moi quand je suis ici, avec ma situation, c'est que à chaque semaine, j'essaie d'aller dans une place que je ne suis jamais allée. À chaque semaine, j'essaie de voir quelque chose que je n'ai jamais vu. Puis c'est une façon de se rappeler des expériences d'émerveillement qu'il avait vécues dans son histoire dans le passé. Et finalement, je dirais que le dernier sous-thème, c'est ce temps consacré aux activités signifiantes, bien, il était nécessairement façonné par le temps plus régimenté, plus structuré des différentes institutions sociales, ce qui va nous amener au prochain thème. Je vais quand même prendre le temps de lire quelques citations qui illustrent, je pense, les thèmes. Puis je sais qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas se faire lire les citations, donc je vous invite à fermer votre micro, à fermer vos écouteurs au pire si vous ne voulez pas l'entendre, puis le lire par vous-même. Mais il y a Calimero. Ici, tous les noms, ce sont des pseudonymes que les participants ont choisis, évidemment. Ici, Calimero qui nous dit « J'ai une routine quand même. C'est ça qui me tient, comme on dit.
Il y a Econo Fitness qui est ouvert 24 heures au coin de la rue ici. Quand je sors d'ici, je vais là-bas, je me coupe de tout ce qui est ambiance d'itinérant. Je m'extirpe de cette ambiance-là, je me mets dans une ambiance où tout le monde qui sont là sont pour avancer. Quelqu'un qui a payé son abonnement, qui va là-bas, ben, il fait un peu le bicycle, il fait un peu des poids, bonjour, bonjour. C'est un bonjour qui a un écho qui est encourageant, qui est constructif, bref. J'essaie de voir l'autre citation, je me bloque. Ah, voilà. Émile qui nous dit il faut qu'on sorte de la ville, c'est de ça qu'on a besoin, d'aller dans la nature, quelque part d'autre de temps en temps. C'est ça la pauvreté, ça nous isole parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire des sorties. On a besoin de nature, on a besoin d'air. Cette idée d'avoir besoin d'air, c'est vraiment revenu dans plusieurs entrevues. Okay. Un mot sur les effets perçus de l'engagement dans des activités porteuses de sens. Qu'est-ce que les gens nous disaient? Donc, il y avait toutes sortes d'effets perçus. Mais les principaux, je dirais que c'était que ça changeait le rapport à la consommation de drogue, alcool. Ça permettait le développement ou le maintien d'habiletés. Les gens nous parlaient souvent de cette peur de perdre des habiletés. Ça fait longtemps que je suis ici, on dirait que je ne sais plus comment parler à certaines personnes. Les intervenants, parmi vous, je suis sûre que ça fait écho à ce que vous entendez. Puis finalement, ben, une amélioration générale là, du bien-être et de la santé mentale. Donc, par exemple, Jack, qui commençait depuis quelques mois à faire du bénévolat, nous en parle en disant, là, le matin, au lieu de m'intoxiquer, ben, je fais des choses. Je fais une chose positive, je me rends dans une ressource X, je commence tout de suite à m'impliquer, à faire une série d'actions positives qui m'amènent à socialiser avec des gens. Sacha, de façon plus générale, qui me dit, ça me stimule, plus je fais des choses, plus je me sens vivante. Ça nous amène au deuxième thème, celui de la structuration du temps par les institutions sociales. C'est quelque chose qui était très saillant dans le discours des personnes. Ils nous disaient, ben, le temps que j'ai pour faire des activités que je veux, qui ont du sens pour moi, nécessairement, ben, il faut que je le rentre dans des routines déterminées de façon externe par différents organismes, différentes institutions. Il faut que je sois là à 2 heures, il faut que je sois ici à 4 heures, il faut que je sorte de là à 8 heures puis me rendre là à midi. Donc, il y a tout ce parcours, cette routine, plusieurs nous ont parlé d'un genre de circuit, une forme de circuit, dans lequel ils doivent absolument considérer pour déterminer les activités dans lesquelles ils veulent s'engager. Plusieurs nous ont parlé aussi dans cette idée de règlement, du poids des discours normatifs qu'ils entendent régulièrement sur le fait de s'engager dans des activités productives, donc typiquement de la recherche d'emploi ou de logement, plutôt que dans des activités qui ont un sens personnel ou collectif pour eux. À l'intérieur de cette routine-là, cette routine plus institutionnelle, quelque chose qui revenait très fortement, c'est cette idée des temps morts, de l'attente. Plusieurs nous ont vraiment parlé comme ça de temps morts, que ce soit dans l'attente au CLSC, au bureau de l'aide sociale, dans la ligne pour une ressource d'hébergement, différents moments d'attente qui ponctuent cette routine, ce circuit, et dans lequel souvent il y a une expérience d'ennui. C'est des moments qui ont peu de sens, qui sont propices à l'ennui et qui sont vécus comme négatifs. Souvent, il y a une ressource de sens de pensée, de souvenirs négatifs, parfois liés à des traumas, où ça va ressurgir. Et puis, plusieurs nous ont parlé à ce moment-là des conséquences négatives de l'ennui sur la santé mentale, le bien-être, le désir de consommer, sur les conflits interpersonnels aussi, à ce moment-là. Donc, Nana, par exemple, elle nous donne un exemple. Dans les organismes, là, les ordinateurs, on se fait dire que c'est pour se trouver du travail. C'est pas juste pour le plaisir. Colimero nous dit qu'il y a des temps morts ici. Ça, c'est dû au niveau de la procédure. Ici, il y a un temps entre 4 heures et 6 heures. Il y a ce bloc-là où on se sent pogné. Encore là, cette idée d'être pogné, d'être confiné, c'est un mot qui est utilisé plus tard dans une citation, ressortait très fortement. Troisième thème, celui de la connaissance et de la reconnaissance. Un sous-groupe de participants au cours des entrevues s'est vraiment démarqué par sa connaissance approfondie du milieu, des différentes ressources. C'était possible d'avoir accès à des loisirs dans un espace qui était accessible autant physiquement que socialement. Où il y avait toutes sortes de choses gratuites, toutes sortes d'activités qui finissaient par leur permettre de choisir leurs activités à travers un éventail beaucoup plus grand, un univers d'activités qui pouvaient être signifiantes pour eux, puis l'exercice davantage de contrôle, donc d'être moins dépendant des ressources
pour choisir des activités. Plusieurs d'entre eux nous ont parlé de leur désir de collectiviser cette connaissance-là, cette expérience qui avait été acquise au long cours là, dans leur expérience de pauvreté ou d'itinérance. Puis d'être reconnus pour ça. Souhaitaient être mis à contribution dans l'élaboration de programmes d'activité, par exemple, mais aussi pour accompagner des gens qui n'avaient peut-être pas cette expertise fine de leur milieu. Par contre, pour d'autres participants, puis là, en particulier, c'est là que je dirais que la condition de santé physique ou mentale venait jouer un rôle. Pour d'autres participants, c'était beaucoup plus difficile de repérer les ressources ou les espaces où il y avait une possibilité de s'engager dans des activités. Et eux manifestaient le désir d'être accompagnés. Donc, certains participants, entre autres, avec la douleur chronique, avec un trouble du spectre de l'autisme, avec des déficits cognitifs, manifestaient ce désir-là d'être accompagnés. Donc, Alain qui nous dit qu'il faut être capable de se connecter aux autres pour avoir toute l'information sur ce qui est disponible. Donc, vraiment, cette idée d'un réseau d'information. Et Jack, qui nous parle de son désir aussi d'être reconnu pour son expertise, où il nous dit « J'aime bien faire du bénévolat, j'aime être en relation d'aide avec les gens de la rue que ça ne va pas. J'aime prendre un moment pour causer avec eux, donner un peu de parole d'espoir, puis essayer de leur accrocher un sourire. C'est important pour moi, j'ai tout le temps été en relation d'aide, même dans mes emplois précédents. J'ai tout le temps aimé prendre soin des autres. » Ça va jusqu'ici? Super. Alors, le dernier thème, le quatrième et dernier thème, plusieurs participants, en fait, nous ont expliqué très clairement, ici encore, une espèce de circuit d'espace où ils allaient s'engager. Des espaces souvent situés très près, géographiquement, les uns des autres. On peut le comprendre en raison des moyens limités en termes de transport, puis aussi des fois en termes des conditions physiques qui peuvent rendre la marche sur de longues périodes de temps difficiles. Des espaces très rapprochés des uns des autres, des espaces gratuits ou à très faible coût, où il y avait aussi une certaine, je vais citer, là, une certaine tolérance à la marginalité. Puis les participants, finalement, réussissaient à trouver des ancrages pour réaliser des activités signifiantes pour eux dans ces espaces-là, dans un circuit assez rapproché, souvent rapproché de l'endroit où ils allaient dormir le soir ou de l'endroit où ils vivaient. Voilà, donc ça nous parle en fait de plusieurs formes d'accessibilité, puis de penser l'accessibilité d'une façon très élargie, en termes d'accessibilité évidemment financière, mais aussi physique, géographique, temporelle, en termes d'heures d'ouverture, de temps où on peut y aller. Plusieurs nous ont parlé des jours fériés, à quel point c'était difficile quand les commerces, les bibliothèques, tout ça était fermé. Et de l'accessibilité sociale, donc où il y a moins de discrimination et de préjugés, donc des espaces qui sont où il y a tous ces facteurs-là qui convergent pour créer des possibilités d'activités signifiantes. Et dans ces lieux-là, finalement, qui étaient accessibles, un autre facteur déterminant pour s'engager, de participer à des activités, l'accès à avoir des biens à soi, et en particulier des appareils électroniques. Plusieurs personnes nous ont parlé d'avoir leur propre téléphone, leur propre ordinateur, leur propre matériel artistique aussi, mais il y a beaucoup d'appareils électroniques qui sont ressortis. Ça permet de transformer l'espace où ça devient un espace à moi. Ça devient un espace où je peux m'engager dans des activités, écouter des films, écouter de la musique, et j'ai accès à cet espace-là à moi, et il est accessible. Par contre, évidemment, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une majorité d'espaces dans la communauté qui ne sont pas accessibles, où les gens, pour différentes raisons, encore une fois, financières, physiques, géographiques ou sociales, n'ont pas accès. Quelques citations. En sortant d'ici, tu vas voir une table dans le coin à gauche, c'est mon coin. Mon laptop, j'ai juste ça. On parle ici d'un milieu dans un organisme communautaire. Mon laptop, j'ai juste ça. Pourquoi? Parce que j'en ai assez là-dedans. Je regarde un documentaire à tous les jours. J'aime ça faire ça. C'est quoi que vous aimez dans ça? Ben, j'apprends. J'apprends qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des planètes. Pourquoi telle chose est arrivée. Sam, je vais traduire librement. Ici, là, j'aime les espaces de coop, les espaces coopératifs où est-ce que tu peux avoir du café gratuit, puis il y a de l'art, puis des places où tu peux juste te tenir. Puis tu es proche des personnes qui peuvent te trouver du travail, faire des job-ins si tu peux pas travailler tout le temps. Et finalement, en concluant, Manuel qui nous dit on a un problème avec le manque de transport, on est comme confiné dans le quartier. Des fois, les seules activités qu'on peut faire, c'est prendre une marche dans le coin.
je tiens à souligner que ça a été des entrevues faites évidemment avant le confinement, au sens où on l'entend dans la crise. En conclusion, j'ai l'impression d'avoir parlé énormément, c'est le cas. Quelques conclusions pour nous comme équipe de recherche. Je n'ai pas beaucoup parlé de cadre théorique, mais on s'est intéressé quand même aux espaces de participation, vous l'avez entendu. Je pense que c'est important de réfléchir à comment, même en prévoyant des espaces pour certains usages, certaines fonctions, mais ils peuvent être configurés par les personnes puis les populations qui les utilisent réellement. Des espaces prévus pour être collectifs, temporaires, des espaces de survie, peuvent devenir, par la façon dont les gens l'utilisent, des espaces personnels où les gens s'ancrent de façon permanente puis développent une routine d'activités qui ont du sens pour eux. Donc, ça nous permet peut-être d'envisager une autre utilisation de l'espace que celle qu'on prévoit, puis qu'on impose parfois aux personnes en situation de pauvreté. Je pense que ça nous amène à réfléchir d'une part à l'accessibilité de ces espaces-là, quelles conditions on met pour participer pour les personnes en situation de pauvreté et d'itinérance. Donc, une accessibilité qui devrait, clairement, à la lumière des résultats, être élargie, mais aussi de l'accompagnement pour certaines personnes dans ces espaces-là. Au point de vue, je pense, d'où on s'en va avec ces résultats-là, peut-être des retombées plus pratiques, je pense que ça nous parle vraiment de l'importance de s'attarder à l'histoire de participation de la personne, et pas de façon superficielle, mais vraiment en matière du sens qu'elle donne aux activités. Puis qu'est-ce qui peut être un tremplin pour s'engager dans des activités qui ont du sens pour elle, autant au niveau individuel dans l'accompagnement que dans la planification d'activités collectives. Évidemment, en relisant les résultats dernièrement, je reviens avec la citation d'un participant qui disait, tu sais, si la bibliothèque, le Econofitness, puis le café ferme, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je relis ces résultats, puis évidemment, c'est extrêmement troublant parce que la réalité effective, c'est ce qui s'est passé et on constate une érosion des espaces communautaires et aussi de l'accessibilité de ces espaces-là où on sait que les discriminations puis les préjugés à l'endroit des personnes en situation de pauvreté et d'itinérance en raison de la crise sanitaire sont propres à augmenter. Donc, ça m'amène à ouvrir, à entendre vos questions, vos réactions à ça. Je suis sûre que vous en avez. Si vous n'en avez pas, moi, j'ai des questions que j'ai posées ici qui m'interpellent puis que je vous amène à développer dans l'échange. Comment est-ce que ces constats-là trouvent un écho dans vos contextes professionnels? Puis finalement, qu'est-ce qui peut être à notre portée dans la crise puis en sortie de crise pour améliorer l'accessibilité des espaces? Merci beaucoup, C'est tout pour Laurence. moi. Je pense que j'ai respecté mon temps à peu près. Oui, c'était parfait. Merci beaucoup, Laurence, vraiment. Je pense que justement, tu nous as donné vraiment beaucoup d'éléments pour les échanges et je pense que, en tout cas, pour ma part, ta présentation vient chercher vraiment chez moi des activités signifiantes. Ça vient me faire réfléchir à des espaces que moi, j'investis, mais également, comme tu dis, comment est-ce qu'on peut aider, en fait, dans nos rôles respectifs, aider des personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance aussi à investir. C'est quoi notre rôle, en fait, finalement, là-dedans, là, pour les rendre plus accessibles et plus ouverts, en fait, répondre à leurs besoins. Donc,